Le Cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anéro, au Togo, en Afrique et dans le monde. Le Cercle des journalistes, votre émission. Mixtape Messiah. Messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver de nouveau dans cette émission Le Cercle des journalistes qui est un rendez-vous hebdomadaire. Et pour cet après-midi, nous allons aborder plusieurs sujets sur le plan préfectoral comme sur le plan national et international. Une coupe d'arbres qui tombe sur une ligne électrique et qui débouche finalement sur une blessure grave d'un agent de la sûreté. Nous allons parler de cet incivisme qu'il faut corriger. Et puis nous allons également parler de cette guéguerre qui existe entre les membres de la liste ISOP dans la préfecture des Lacs. Ayons le courage d'en parler, d'appeler et d'attirer l'attention à ce que cette affaire soit résolue. Nous allons également dire pourquoi aussi la NC a pu quitter la C14. Est-ce que c'est pour dribbler les autres? C'est une mesquinerie ou c'est juste avoir l'impression d'imploser la C14? Le PNP, le Parti national panafricain de Tipi Atadam, lance une manifestation nationale le 13 avril prochain. Dans son message, Tipi Atadam appelle la manifestation, les manifestants à la retenue, surtout au sens de civisme. Nous allons l'écouter dans un large extrait dans cette émission Le Cercle des journalistes. Il demande une manifestation pacifique. 10 villes il a choisi, mais il a été confiné dans 3 villes. Nous allons aborder également ce sujet de fond en comble. Parlons des droits de l'homme, l'arrestation arbitraire, corruption, homicide, torture. Le rapport des États-Unis d'Amérique qui discrédite le gouvernement ou la gouvernance de Faure Gnassingbé, c'est le journal Liberté paru lundi 8 avril qui le dit. Mais la libération de l'activiste Folis Sativi est évoquée également par les responsables des États-Unis d'Amérique. Nous allons parler du PND Tour. Le PND Tour, le Programme national de développement initié par Faure Essozimna Gnassingbé pour remplacer le PUDC. Le PND, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, nous crions ici sur nos antennes PND, sachant quand même qu'il y a certains confrères journalistes qui ont pris part à la naissance du PND, ont compris le PND. Hervé Segbanou était à Lomé avec Claver Lawson, et Hervé Segbanou sera dans cette émission pour nous parler des grands axes du PND afin que nous puissions mieux aborder ou mieux comprendre le PND et savoir pourquoi un tour PND qui va sillonner 19 villes togolaises. Et puis la diaspora togolaise est tiraillée aujourd'hui entre le pouvoir unir et l'opposition finalement. À qui appartient la diaspora? Que fait-elle pour le développement de notre nation? Nous allons aborder ce sujet dans cette émission. Et puis la manifestation de la démission de Claude Leroy initiée par le MMLK a été dispersée à coups de gaz lacrymogènes. C'était samedi dernier. Et puis nous allons aborder le hold-up également. Il est organisé, sinon réussi par Paulissou Danehor. C'était dimanche dernier à Wamé. Voilà donc les grandes lignes que nous allons aborder dans cette émission. Et si d'aventure notre invité arrive, il s'agit bien de Paul Kossivi Wonyiran. Il est le chargé à la formation politique de Adi. Il est de Dani, certes il vit à Anéro. Il sera candidat aux élections locales là-bas. Il viendra nous parler des initiatives qu'il est en train d'instaurer là-bas pour pouvoir ravir la vedette. Voilà les grandes lignes. Les confrères sont déjà autour du plateau. Félix Anoum de Savi, bonsoir. Bonjour, bonsoir à Tony, à tous. Et je m'en vais saluer aussi nos confrères de Radio Mopopo, Jean-Marie Gonsalves, et de Bridge FM à Vougan. Radio Mopopo, c'est à Afagnan, oui. Et à Vougan. Et c'est Roger Afanou qui fait des pieds et des mains pour faire développer l'information dans le milieu là-bas à Vougan. Merci et bonne salutation à tous nos confrères qui travaillent sur ces 2 stations. Merci, cher confrère Félix Anoumou de Savi, qui porte, mais forte médiatiquement bien évidemment, et informatiquement si on le dit, par l'information à ces 2 organes. Allez, Yves Akesson, toujours au rendez-vous. Bonsoir.
Bonsoir Tony, bonsoir auditrices, auditeurs de la radio-télévision d'État Santé. Nous sommes là pour vous servir. Justin Anani est également là. On va lui souhaiter la bienvenue. Il arrive de la capitale. Bonsoir Justin. Bonsoir Marcel, bonsoir à tous les confrères, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, nous allons donc rapidement décliner les sujets qui sont à l'ordre du jour. On va parler de cette coupe d'arbres. On peut aller couper un arbre, certes, dans une forêt, dans une localité, mais essayez toujours d'informer les autorités locales, pourquoi pas pour vous orienter. Malheureusement, un individu est allé couper un arbre entre Ganavé et Zogbedji. Et cet arbre est tombé sur une ligne de la CET qui endommage déjà 4 poteaux électriques. Pendant que les agents de la CET, agence d'ANERO, sont allés aux réparations. Malheureusement, déjà, ce secteur-là couvre Aklakou, qui est une grande ville. Et Aklakou, Etiavi, Atoueta, Zogbedji, Ganavé même. Et les autres localités qui ont été électrifiées, Fiata est dedans, eh bien ces localités ont été coupées d'électricité depuis samedi dernier. Et à chaque réparation, il y a toujours des coupures. Alors nous vous parlons, à Klakou, sa zone doit être coupée d'électricité jusqu'à 17h temps universel par la faute de cet individu. Malheureusement, pendant la réhabilitation, la réparation, un poteau électrique, vous voyez un peu les formes de ces poteaux dans ces localités, ce sont de gros bois là, et de la CET est tombé sur un agent de la CET malheureusement qui s'est évanoui et qui a été transporté Manu Militari, c'était dimanche dernier, dimanche après-midi, au CHU Sylvanus Olympio, entre la vie et la mort. Avant même d'entrer en studio, j'ai appelé la CET ANERO pour savoir ce qu'il en est. On nous a dit que le monsieur récupère et progressivement il va sortir du REA. Voilà donc l'incivisme qui nous conduit également à la mort. Félix Anou de sa vie. Oui, il n'y a pas eu mort d'homme, Dieu merci. Mais surtout, qu'est-ce qu'on devrait faire? Vous savez, la loi dit, même si c'est vous-même qui avez planté vos arbres, avant de le couper, il faut informer. Il faut informer le service de l'environnement. Et qu'est-ce que les gens font? Et les gens évitent de les informer là-bas parce que on leur dit et il faut payer une somme. Une somme donnée en coupant l'arbre. Je crois que c'est de là que le problème vient. Et les gens se disent, moi-même j'ai planté mon arbre, je vais encore payer avant de les couper. Voilà, avant de les couper. Et les gens évitent de faire, d'en informer qui de droit. Et c'est là où le drame commence. Parce que je crois que l'État aussi doit pouvoir agir de façon, disons, pédagogique. Pas nécessairement prendre de l'argent, mais essayer de conseiller. Parce que c'est sans parce qu'il n'y a pas eu de conseil que on se permet de couper n'importe comment. Et il faudrait aussi que la CET, disons, explique à travers les médias, à travers les CDV, à travers les CDQ, que la CET fasse des campagnes pour expliquer le bien fondé de la protection de ces lignes. Et vous savez, nous tous, nous bénéficions du courant électrique, qui est un bien disons, incontournable de nos jours. Et que la CET sache ou explique à la population que ils sont là, eux agents, pour nous, population d'abord. Et tout ce qu'on doit faire pour que la population soit, disons, dans les meilleures conditions de vie et de travail, il faut que nous en soyons informés. Par exemple, combien de personnes connaissent la ligne verte, la ligne gratuite de la CET 82-22? Elle est gratuite. Elle est gratuite, ça dit que si vous voyez que un fil est tombé quelque part, si vous voyez qu'un poteau est cassé, appelez de façon civique un agent ou bien le numéro 82-22 et dites que voilà, je me trouve dans tel quartier de telle ville. Et en ce lieu, voilà
ce qui est arrivé et la CET fera la diligence de venir vous voir et d'expliquer et de corriger le tort. Les yeux de la CET ne peuvent pas être partout à la fois. Non. C'est à nous, c'est à vous qui nous écoutez, d'être le relais de la CET dans tous vos milieux. Mais de grâce, agissons à ce que notre action contribue au bien de la communauté. Je crois que c'est le seul moyen pour que nous puissions avoir la paix. Voilà comment est-ce que un monsieur, par sa seule faute, a privé toute une ville, a privé toute une région presque. Plusieurs cantons. Il y a le canton d'Aklakou, le canton de Fiata, le canton de Ganavé et leurs différents villages. Et pendant plusieurs jours. Et les affaires jours, aussi. Dimanche après-midi dont vous parlez, il y avait samedi. Pardon, samedi. Ça a commencé samedi, dimanche également. Voilà. Il n'y a pas eu d'électricité. Voyez-vous, donc c'est ce que moi j'ai à dire et je dis courage. Merci. Aux agents de la CET, courage aussi et aux blessés, prompte guérison. On pense qu'il va se retrouver entre nous bientôt. Yves Kesson, vous savez que tu connais très bien la CET et tu interviens souvent en faveur de certains habitants de ton quartier pour les aider soit à avoir de l'électricité ou soit à payer la facture, etc. Oui, bien sûr, mais vous saviez ce qui s'est passé. Je crois que nous sommes en partie responsables. L'État est responsable de cette situation et la population aussi est responsable, ignorant les détails, la loi et certains détails. Mais on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Les gens ne savent pas que si on veut couper un arbre et qu'on sent qu'il y a la haute tension de la CET qui est passée dans le secteur, voilà. Il faut informer la CET. Et c'est pour cela que nous disons chaque fois il faut la communication autour. Il faut la communication autour pour ne pas dire que nous qui sommes les communicateurs et nous aussi, nous sommes les habitants et même les chefs quartiers, les chefs tradition. C'est alors, on n'a pas rappelé ou bien on n'a pas informé la population. Non, mais c'est l'État qui devait décréter cela. L'État, chaque fois, il y a des lois qui sont dans les tiroirs. Mais lorsque on doit les vulgariser. On doit les vulgariser par la communication. Pas un peu comme le PND, on a vulgarisé l'autre jour, on en parlera. Bien et ça, c'est limité au patron de presse, le CONAP, et c'est fini. Voilà. Donc, il faudrait toutefois essayer de cultiver et de développer l'intellect des citoyens. C'est-à-dire que quoi? Lorsque vous communiquez, il faut aller à la sensibilisation, et même dans les aimants les plus reculés, pour que ceux-là s'approprient de ces lois. Parce qu'actuellement, la personne me dira que c'est dans son champ. Il est en train de cultiver, il veut couper les arbres parce qu'il ignore la loi. Mais ce qui s'est passé après, c'est toute une population qui est en train de subir les défauts ou bien la méconnaissance de cette loi que le citoyen a fait. Mais ce qui est pire encore, on a des blessés. Ou bien on a quelqu'un qui a été blessé, gravement blessé. C'est des choses qui sont tellement... Est-ce que cet homme sera bien protégé par l'État togolais? Est-ce que cet homme sera garanti? Est-ce que sa famille sera garantie? Parce que nous savions aujourd'hui que nous travaillons au Togo, ou bien nos secteurs sont en plein contrat. Il y a des contractuels qui sont là-bas. Est-ce que c'est un contractuel? Est-ce qu'il sera protégé dans l'avenir si d'aventure il y a des séquelles. Il y a des séquelles qui peuvent... mais c'est des questions que moi je me pose. Merci, on verra que c'est actuellement, il faut dire que l'État togolais... Mais c'est lui qui souffre dans sa chair. Voilà, l'État togolais doit tout faire pour que désormais, nous sommes des citoyens, il y a certaines lois que nous ne connaissons pas. Il faudrait qu'il essaie de sensibiliser la population s'il le faut, parce que nous sommes parmi les pays les plus structurés de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Nous avons les chefs traditionnels, y compris les chefs quartiers bien sûr. Nous avons les CDQ, nous avons les CVD. Donc le courant passe automatiquement si l'État décrète certaines choses. Et la fois dernière, on a encore félicité le Togo, que les vaccinations que nous avons sur nos terrains ont été bien réalisées, parce que
la sensibilisation au niveau de l'État togolais. Aujourd'hui, nous avons des chronos comme les radios FM qui sont un peu partout dans les préfectures actuellement. Il faudrait que l'État essaie, si c'est par des financements ou bien si c'est par des communiqués étatiques, de faire profiter la véracité ou bien l'authenticité de ces lois, ou bien de faire vulgariser ces lois au niveau des amont les plus... Parce que ça ne peut pas se passer à Lomé, par exemple. Tout ce que vous avez comme arbre à Lomé, les gens le savent. Lorsque vous allez à Adido Adin, les Adido qui sont là-bas ou bien les Babos qui sont là-bas, c'est grâce à cela qu'on a surnommé le quartier. Donc si vous voulez couper ça automatiquement, ceux-là savent même qui peuvent aller vers l'autorité. Mais dans les amont les plus reculés, les gens ignorent totalement ces lois. Merci Yves Akusson. Alors, cher confrère Justin Ananis, j'ai retenu 2 leçons aujourd'hui. 1, il faut informer la société avant de couper un arbre dans une zone où le courant est passé. 2, il faut informer les eaux et forêts, les agents. Mais on sait que ce n'est pas la première fois que ça s'est passé dans la préfecture des Lacs. Je me rappelle qu'entre-temps, le même problème s'est posé à Zobégan. Zobégan, je crois, c'est dans le Vaud. Ou bien Zobégan, oui, Zobégan, c'est dans le Vaud. C'est Zobédi dans le canton d'Enfouin. Zobégan, ça s'est passé une fois là-bas. Un monsieur a coupé également un arbre comme ça et qui est tombé sur une ligne. Ça a eu beaucoup de séquelles comme c'est le cas aujourd'hui dans la préfecture de Vaud. Mais dans les Lacs, ça fait 2 fois à Ganavé, dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et même ici, dans les locaux de la préfecture, dans l'enceinte de la préfecture de Zébé. Ça s'est passé, la ville d'Anéro avait été sevrée de courant pendant quelques heures. Je pense que le sujet que vous évoquez là est d'ordre technique. Parce que la première question qu'il fallait se poser, de savoir comment est-ce que les installations sont faites. Parce que lorsque vous évoluez dans les zones rurales, et il est question maintenant d'alimenter ces zones à travers tout ce que nous pouvons avoir, comme que ce soit l'électricité ou que ce soit l'addition d'eau potable, tout et tout, je pense qu'il y a des dispositions qu'il faut prendre. Mais malheureusement, le constat qui est fait chez nous, dans notre localité, quand vous prenez par exemple le lac, d'abord j'aimerais écarter tout ce qui a trait à ce que nous appelons les araignées, les toits d'araignées ou je ne sais pas quoi là. Les araignées. Voilà, qui sont aujourd'hui installés un peu partout et l'État ne dit rien avec tous les risques que cela endure. En dehors de ça, vous voyez la façon dont les poteaux électriques sont installés. Ça fait que, par moment, on remarque des accidents. En dehors du fait que les véhicules arrivent à les tamponner ou à les faire renverser, après, lorsqu'il y a dans les saisons pluvieuses, la plupart du temps, donc ces poteaux racontent souvent des difficultés. Mais seulement, la situation actuelle, c'est que quelqu'un a coupé. Voilà, comment est-ce qu'on a installé ou on a fait passer le courant dans son champ ou dans son domaine et que lui il a coupé et que finalement ça a créé des dégâts. Je pense que quand vous cherchez la cause aujourd'hui, comme quelqu'un là a eu à le dire, la responsabilité est partagée. Non seulement au niveau de ces riverains là, mais également au niveau de l'État ou du service technique de la CET qui a eu à travailler sur ces lignes-là. Et malheureusement, c'est toute une localité, c'est des populations qu'on a sevrées d'électricité pendant des heures, pendant des jours. Et je me rappelle que le dimanche ici, ça n'a pas été facile parce que j'étais venu vraiment très très furieux. Depuis autour de 10h ou 11h, on a coupé l'électricité parce qu'on était dans une cérémonie funéraire au village, à Clacou. Tout le village était complètement tombé en noir. C'était à cause de ça. Oui, donc on n'a pas compris. Et nos appareils étaient à un moment donné, on n'arrivait plus à s'alimenter, tout était coupé parce qu'il y a plus. Ceux qui ont suivi le réseau WhatsApp et ceux des journalistes, on devait le savoir. J'ai même envoyé 3 images. Oui, parce que vraiment c'est inadmissible. Moi je dis que c'est inadmissible parce que on ne peut pas penser à augmenter le prix du courant électrique pour ce qui concerne l'éclairage public. Et à ce moment, on en parle, on n'a pas encore terminé. Et pendant ce temps encore, c'est la société qui crée le dégât. Et moi, je n'accuse pas celui qui a créé le dégât. C'est là où moi je dis d'entrée que c'est une question purement technique. Il revient à ces techniciens de la société de pouvoir savoir faire le boulot.
Parce que lorsque vous évoluez dans une zone rurale, il y a des dispositions qu'il faut prendre avant de faire passer les fils ou les... J'imagine quand même que si la société installe ces installations dans ces zones rurales, sûrement c'est sur un planning, c'est sur un plan technique. Hein. Il ne peut pas aller quand même disperser les poteaux ici et là. Je ne sais pas si vous avez eu à sillonner un peu ces zones-là, la façon dont le travail a été fait dans ces zones-là. Quand vous voyez une ampoule là, ça fait pas encore de kilomètres, vous allez voir encore une autre ampoule. Je ne sais pas, c'est dans quelle technique, dans quelle dimension où ça se trouve. Quand vous voyez même au bord de la chaussée, est-ce que je peux parler de chaussée ou de ruelle? Je ne sais pas trop, parce que quand vous voyez même ces voies-là vraiment carbonatées, ainsi de suite là, et vous suivez même l'alignement de ces poteaux, ça ne tient pas la route. Donc moi je dis que ces installations ont été faites à une époque électorale. Et ça a été à la va-vite. Maintenant, aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut revenir à la départ pour vraiment véritablement poser les jalons. Pour éviter. Parce que hier ou avant-hier, c'était quelqu'un qui a coupé et ça a créé des dégâts. Oui. Mais au cours de la saison pluvieuse ou lors de la saison pluvieuse, en période de la saison pluvieuse, il se peut que ça peut créer... Certains poteaux tombent d'eux-mêmes. Ça peut tomber ou ça peut créer des dégâts plus que ce que nous voyons là. L'électrocution. Oui, c'est là où moi je renvoie la balle. Parce que quand moi je vois des trucs comme ça, me fait rire. On a eu la chance quand même de voyager. Ça fait peur aussi. On a eu quand même de voyager. Vous allez aujourd'hui au Bénin, que ce soit dans la zone ou dans la commune de c'est pas le Sarroué ou le Kossa, ainsi de suite, là vous sillonnez. Mais vous voyez comment est-ce qu'on a fait l'installation. Malheureusement, ce que nous constatons ici, ben, je n'en revenais pas. Donc ça vous dit tout simplement qu'il y a un travail de fond qui doit quand même se faire de façon technique pour éviter ce genre de problème. On va boucler le sujet qui nous prend et nous bouffe déjà presque 21 minutes. Philippe de Savy. Oui, c'est pour dire que, attention, il faut aussi la sécurité de la population. Nous-mêmes, nous sommes en danger quand nous voyons la puissance qu'une ligne de haute tension a. Mais c'est énorme. C'est à plusieurs milliers de degrés. Une ligne de haute tension, quand ça tombe sur vous, mais vous brûlez de la tête aux pieds. Oui. Hein? Donc c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est plus dangereux que les lignes domestiques. D'où il faut que nous disions à la population qu'elle doit faire attention à ne pas aller couper les arbres partout. Sinon nous-mêmes nous allons nous brûler. On s'est dit, on se tue. Et même ça peut faire tuer toute une famille. Hein. Oui, plusieurs. Oui, c'est très dangereux. Non. Deuxième élément pour terminer, au niveau de la commune même d'Anéhor. La commune d'Anéhor, je suis désolé de le dire, en parlant à ceux qui gèrent la commune, c'est-à-dire le maire de la ville et son conseil municipal, et en parlant à la sécurité qui gère, nous sommes désolés de voir que la ville est partiellement encore dans le noir. La ville est partiellement dans le noir. Quand vous prenez le quartier depuis le pont en passant par Adjido jusqu'à Vito, c'est dans le noir. Quand vous prenez le quartier depuis les ponts, les ponts, ça va. De Messankonji jusqu'à une partie vers la douane, c'est dans le noir. Et pourtant, nous payons. Et on a même augmenté de 400% notre participation. Moi, je suis d'accord. Mais je ne serai pas d'accord que je puisse payer et qu'on ne me rende pas le service pour lequel j'ai payé. Et que dire des poteaux qui tombent renversés par des véhicules à cause des accidents de la route, mais ces poteaux ne sont jamais érigés sur le boulevard Ivakusson. Et quand nous menons des enquêtes, la société nous dit que ce n'est pas de leur ressort et que c'est du ressort de la mairie. Ben c'est des négligences si c'est la mairie qui devait, n'est-ce pas, intervenir sur ce plan. Parce qu'actuellement, nous ignorons totalement les responsables. Parce que chaque fois, nous essayons d'interpeller l'autorité, de voir, parce que ces poteaux qui ont été cognés par les véhicules et renversés par les véhicules peuvent encore créer d'autres accidents. Donc, la fois dernière, c'est quelqu'un qui évitait cela, mais il a été obligé de redescendre sur la voie avant de remonter. Donc, il faudrait chaque fois que l'autorité veille sur ces cas. Et je peux aussi dire ceci, nous félicitons. Depuis un certain moment, je savais qu'il y avait une éco, c'était Togo Électricité, ça est redevenu CET, c'est le Togo, tout le monde le sait. Donc, depuis une éco, nous avons vu des poteaux vétustes qui sont encore
présent jusqu'à présent. Donc, mais quand vous sillonnez un peu quelques rues à Anéro, que ce soit à Habitat ou ailleurs, j'ai remarqué quand même qu'il y a des changements de poteaux. Non, mais nous savions, j'en reviens, nous savions que depuis un certain moment, au niveau de la communication, la CT nous avertit au moins, cette fois-ci que pas de communiqués, il y aura des coupures. Avant, ce n'était pas le cas. On coupe et puis on fait tout ce qu'on veut après. Mais à un certain moment, on a remarqué que... Mais ce n'est pas toujours régulé non plus. Voilà, la CT, maintenant c'est régulé. On nous dit que c'est de telle heure à telle heure. Et puis mais des fois, ce n'est pas dans le canevas. On donne l'heure, mais des fois, c'est avant ou bien après que ça se fait. Ouais. Mais nous félicitons quand même l'aspect de communication, l'effort qui a été consenti jusqu'alors. Et nous félicitons aussi que on a investigué sur le terrain, même dans certains amont les plus reculés, il y a eu progression de changement de poteaux et des cuivres. Depuis une écho, les cuivres étaient, et c'est au moins, je crois, ça fait de cela 2 ou 3 ans que les cuivres de Uneco ont été remplacés, du moins dans la ville, dans les quartiers. Actuellement, nous remarquons plus de 35% de changement de poteau au niveau de la CT, donc nous les félicitons. On veut plus que ça. Voilà. On n'est pas rassasié, on veut plus que ça. Je voudrais quand même qu'on effleure un peu cette guéguerre-là qui existe aujourd'hui entre les membres ou les hommes sur la liste ISOP dans la préfecture des Lacs, qui heureusement compte 2 députés, un donc qui était de liste qui nous vient de Bamono et une députée, honorable qui nous vient des Lacs, qui nous vient d'Enfoin. Mais le problème, c'est que on ne sent pas de sérénité, d'union entre les membres de cette liste. Nous, à la Radio Delta Santé, on aime l'union. On voudrait que cette union persiste. Si au niveau de l'opposition, nous sommes en train de déplorer le fait que, par exemple, l'ANC, qui a été la locomotive de la C14, quitte le navire, ça nous dérange. Et quand il y a la paix quelque part, nous aussi, nous sommes en paix pour travailler. Voilà. Et quand la paix est menacée ailleurs, ce n'est pas bien. Alors cette guéguerre-là qui existe pour certaines qui ont rassemblé plus d'électeurs, au lieu de leur jeter des fleurs, parfois, entre eux, ils se jettent du mépris, de l'insulte, des critiques inutiles. Faites de sa vie. Oui, moi je crois que c'est l'homme, hein. C'est pas un parti, c'est l'homme. C'est-à-dire, l'homme est ainsi. Et ce n'est pas le cas spécifique de ISOP ou des membres de Parti Unir. C'est pas ça. Et avant d'être dans un parti politique, nous sommes des humains. Et surtout que les gens se battent pour leurs intérêts personnels avant même de voir l'intérêt commun. Rares sont ceux qui se battent pour l'intérêt commun avant leur propre intérêt. Et il se fait que ces incompréhensions entre les membres de ISOP, ce n'est pas bien pour la paix sociale. Ce n'est pas bien, disons, pour un parti politique. Mais les conflits sont inhérents en l'homme et les conflits surmontés permettent de faire évoluer et l'homme et la société. On ne peut pas vivre sans conflit. Non. Et on ne peut pas avoir peur d'affronter les conflits. Non. Les conflits sont là. Nous sommes des humains. Ils doivent survenir. C'est pour cela que chez les gays, chaque année, à la veille de la nouvelle année, il y a des cérémonies, des réconciliations qui sont inhérentes en notre société. Donc, moi je dis, c'est un épiphénomène, c'est vrai. C'est un problème peut-être d'hommes ou de femmes, mais les membres de l'ISOP sont assez intelligents, ils sont assez outillés pour dire c'est vrai, il y a un problème. Mais il ne faut pas le fuir et le régler. Donner la place à qui de droit. Parce que si moi j'ai milité, je me suis battu et je vois que
je ne suis pas récompensé, je serai frustré. Donc récompenser ceux qui se sont battus effectivement et qui ont mérité les récompenses. Et après cela, bon, surmonter et la vie continue. Et la vie continue. Merci beaucoup. Alors, Yves Akesson, on connaît cet avocat, cet illustre avocat qui a coordonné la campagne législative de ISOP dans les lacs. Il a la carrure pour pouvoir ramener la sérénité dans la maison. Bien sûr que c'est vrai, mais pour ne pas dire, il y a des préjugés au niveau c'est un parti ou bien je crois que c'est un regroupement. ISOP a dit c'est une liste indépendante. Ouais, une liste indépendante. Donc je crois qu'il y a des préjugés. C'est pour cela que je me dis des fois, et lorsque les lois sont là, c'est pour tout un chacun. Et il y a certaines personnes qui subissent cela. Je peux vous dire que le scrutin de liste, c'est un scrutin qui ne bénéficie pas aux battants. Et au dernier sur la liste, non, mais, ça c'est clair. Voilà, clair. Ça ne bénéficie pas aux battants. Ça bénéficie seulement à celui-là qu'on a déjà choisi avant les élections. Non, celui qui est à la tête. Voilà, c'est un scrutin de celui qui est à la tête. Parce qu'il a été déjà choisi avant même d'aller. Même s'il ne se bat pas. Même s'il ne se bat pas, il bénéficie de ces résultats. Ça, c'est clair. Donc, on doit le comprendre aussi. Voilà. Et c'est ces scrutins de liste qui font créer un peu partout des mécontents, des préjugés, des frustrations. Donc, ces scrutins de liste devaient être, n'est-ce pas, on devait changer cela dans notre constitution. Parce que c'est comme si, même si vous êtes peut-être, excusez-moi le terme, un fainéant, vous restez tranquille, ceux-là vont se battre pour vous. Les autres. Bon, même si vous êtes à Paris, celui qui est à Kouroumde, il se bat et il a tout, il a tous les privilèges. Les privilèges, il a renfloué beaucoup d'électeurs pour vous, mais vous venez seulement vous asseyez et puis lui n'a rien. Parce qu'il est au dernier moment, peut-être on l'a choisi comme un petit cobaye pour qu'il travaille pour quelqu'un et après, c'est comme un métier, on vous paye, vous partez. Mais en politique, ça ne devait pas se faire. Si nous voulons cultiver l'excellence, ça fait de sorte que déjà, même avant les élections, la personne sait que là où je suis, je ne peux jamais gagner. Je peux dire, dis donc, inutile de bosser dur. Voilà. Mais les gens ne l'ont pas fait sur la liste. Ils se sont tous roulés le maillot. C'est pour cela que je me dis que les gens, peut-être ceux-là n'avaient pas connaissance de ce qui se passait. Du système. Du système, quoi. Ils n'avaient pas connaissance. S'ils avaient connaissance, lorsqu'on me choisit pour cela, lorsque je suis en dernière position, je vous dirais, moi, je ne veux pas aller. Et choisissez quelqu'un d'autre. Mais ces choses-là peuvent, n'est-ce pas, créer des choses, ou bien des querelles, s'il le faut, des différends entre les. Moi, j'ai travaillé, toi, tu manges. Mais nous savions, nous sommes sur le terrain, on voit ce qui se passe sur le terrain. On a vu que certaines personnes ont travaillé, ils ont cravaché très dur, grâce à leur popularité. Les députés, ils ont déjà 2 députés. Mais la personne qui a plus travaillé n'a rien. Mais la personne, l'autre là qui a été déjà choisi, il a déjà gagné, il sait, parce que l'autre là travaille. Mais qu'est-ce que ça se fait en simple citoyen, avec beaucoup de civilité, vous pouvez à chaque mois essayer de reconnaître ceux-là qui avaient travaillé à ce que vous n'ayez là-bas. Donc peut-être si vous avez 1 million, vous pouvez prendre vos 750 000 francs et donner 250 000 francs chaque mois que Dieu a créé aux personnes qui ont travaillé. Je pense que certains ne le demandent pas. Mais hélas, un peu du respect, c'est juste ça. Reconnaissance aussi. Mais en politique, je vous dis que même si vous aidez le président Faure à aller à la magistrature suprême, il ne peut pas vous servir tout le monde. Il ne peut pas servir tout le monde. Le lendemain, il peut augmenter le prix des produits pétroliers. Il y a d'autres personnes qui sont il peut augmenter le prix des produits pétroliers. Alors, merci pour vos explications. C'est tous les Togolais qui subissent cela. Le scrutin de liste, il faut le comprendre d'abord avant d'y aller. Et quand vous l'avez compris, il y aura plus de frustration. Maintenant, dès lors qu'il y a frustration, reconnaissez quand même à celui-là qui a cravaché, comme tu le dis, on lui jette des fleurs au lieu du mépris. Allez, Justin, mais dans cette histoire-là, je voudrais qu'on explique certains nombres de terminologie. Généralement, chez nous, dans nos localités, que ce soit à Néro ou ailleurs, lorsqu'on vous met sur un scrutin de liste, dès lors que les 2 devanciers ou les 3 devanciers ou bien le devancier et la tête de liste gagnent,
Les autres qui n'ont pas gagné, ils viennent dans leur localité, ils se voutrent et veulent qu'on les appelle encore honorables eux aussi. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un honorable député? Je suis allé sur le dictionnaire, dans le dictionnaire Larousse sur Google, on m'a dit que honorable, c'est-à-dire une personne respectée, une personne à qui on voue du respect. Donc on peut vous respecter, on peut vous appeler honorable, mais ici spécialement, on veut parler honorable député. Voilà. Ceux qui ne sont pas élus veulent qu'on les appelle honorable députés aussi, parce qu'ils ont milité sur la liste, le scrutin de liste. Non, sincèrement, c'est un sujet en réalité, à mon sens, Il faut éduquer, quoi. Qui n'a pas sa raison d'être, parce qu'en réalité, c'est un foutu. Beaucoup ont pris part à ce scrutin sans pourtant maîtriser grand-chose. Ce qu'on constate, du moins ce qu'on a constaté tout au long de cette campagne, tout ce qu'on a connu, à un moment donné où le pays était en crise, et certains ont accepté à ce que la feuille de route de la CEDEAO soit mise de côté, et que d'aller à ce scrutin-là, c'est parce qu'on a coopté les gens. Vous venez de le dire, il y a un avocat qui est derrière cette liste-là. On a vu comment est-ce que les choses ont évolué, qui ont soutenu, qui ont travaillé, qui n'ont pas travaillé. L'essentiel là, c'est que la liste passe. Et après, vous avez eu vent également que certains députés ont été surnommés, les nommés un peu partout, et ça a frustré les gens. Ça veut dire que la chose... Et non élus. Et non élus. Ils ont été nommés. Oui, ils ont été nommés. Mais parce que n'aime pas ça. Il dit qu'il a été élu avec 2000 voix. Non, la réalité est là. Tout le monde sait dans quelles conditions ce scrutin s'est déroulé à un moment où le pays est en crise. Maintenant, tout ce qui est méli-mélo autour de cette histoire d'élection, parce que les gens ont travaillé, ils ne se retrouvent pas, ce ne sont pas eux qui sont aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Ils sont frustrés parce que dans leur localité, ils représentent quelque chose, ils représentaient quelque chose, ils ont fait le poids. Les gens, du moins ceux qui sont partis aller voter, c'est à cause de ces gens-là, et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de considération. Moi, je dis qu'à un moment donné, certains ont cherché et certains ont trouvé. Oui, sincèrement. Parce que je voudrais qu'on revienne ici sur la pédagogie. Est-ce que si vous avez été sur un scrutin de liste, on doit vous appeler honorable député? Non, le problème, c'est que les vrais députés sont déjà à l'Assemblée nationale. La question, enfin, l'autre volet qui m'est primordial, c'est que ce problème de scrutin de liste a été contesté par la coalition des 14. On n'empêche pas un Togolais d'être candidat ou de ne pas être candidat, de ne pas être député, indépendant ou non, de se retrouver sur la base d'une liste, c'est pas quoi. Mais on dit, par rapport à ce que à voir comment les choses ont évolué dans les dernières périodes, le scrutin de liste n'a jamais donné de favoritisme. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Quelqu'un qui est au sommet, il est à la tête de liste, vous êtes derrière, et lorsque vous arrivez à un niveau près de ceux qui ont voté pour vous, il faut forcément que le premier passe d'abord avant le deuxième. Oui, Yves l'a expliqué voilà, tout à l'heure. C'est technique. Oui. Donc, vous ne comprenez pas ça. Maintenant, quelqu'un qui est au-dessus de la moyenne par rapport, et que c'est lui qui est parti, vous, en réalité, vous n'êtes plus honorable. Honorable, c'est quoi? Okay, les gens veulent qu'on les honorable, c'est quoi? Qu'on les appelle honorable. Dans notre langue, peut-être, en vernacular, on dit bouboumé. Bouboumé, ça voudrait dire quoi? Ou bien Amédaho. Amédaho, bon, ok, selon. Oui. Ça voudrait dire que la considération que les gens ont pour vous, les gens ont voté pour vous dans votre localité. Maintenant, quand vous prenez le scrutin de liste, quelqu'un qui est par exemple à Klakou, forcément, il n'est pas ou elle n'est pas connue à Afagnan. Ça veut dire qu'en réalité, si elle doit être honorable, c'est là où on doit écarter la thèse de cette histoire de scrutin de liste. Je reviens sur ce qu'on appelle le découpage électoral. Ce qui veut dire que si 10 000 personnes votent pour élire un député à Klakou, 10 000 personnes votent pour élire un député à Afagnan, 10 000 personnes votent pour élire un député dans une circonscription électorale donnée peut-être, ou dans un enregistrement donné à Lomé. 10 000 personnes votent pour élire un député à Drankmaga, à Kara, à Sokode. Ça voudrait dire que le problème du découpage électoral est réglé. Maintenant, quelqu'un qui est chez moi, qui est à Klakou, ou quelqu'un qui est chez moi à Klakou, qui pense être député, là, elle se positionne en tant que candidat ou candidate. Maintenant, si par rapport à son aura, et que les 10 000 personnes arrivent à voter pour lui ou pour elle, automatiquement, elle est députée, elle est honorable, elle est boubouméen. C'est ça. Maintenant, sur une liste, lorsque vous votez, et que d'abord le problème de découpage se pose, parce qu'ailleurs, 4 000 personnes votent pour élire un député, 15 000 personnes votent ici pour élire un député, 110 000. 110 000 ailleurs, ça veut dire que déjà, il y a ce qu'on appelle
le déséquilibre. Et ce problème aussi est posé. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez inscrit dans l'ordre du jour. Parce que une délégation ça a été toujours une revendication de une délégation de l'Union européenne, ACPUE, conduite par Louis Michel, a rencontré les partis de l'opposition, la C14 a appuyé le reste. Mais ça n'a pas été facile. Les discussions étaient très houleuses sur la question. Parce que M. Louis Michel, à un moment donné, a osé dire que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et dans la délégation, un membre de la délégation, comment on appelle, eurodéputé, a réagi pour dire que c'est pas comme ça se passe en Allemagne. Sur cette base-là, on peut pas parler de la décentralisation ou parler même de découpage électoral sur ces questions. Ça veut dire que le fossé est déjà là. Maintenant, si quelqu'un se fâche, c'est parce que à un moment donné, on a voté pour moi et que c'est quelqu'un qui a gagné, comme l'autre l'a dit, quelqu'un a laissé quelqu'un, je ne sais pas comment dire encore. Je pense que, sincèrement, pour de la considération que moi j'ai pour les gens, moi, je n'ai pas imaginé un seul instant que certains que moi je considère peuvent se trouver dans cette situation-là qu'on a connue récemment. Et c'est là où moi je dis qu'il aura tiré toutes les conséquences. Toutes les conséquences, mais je crois que ceux qui veulent, ou celles qui veulent, qu'on les appelle déjà honorables, bien que vous ne soyez pas à l'Assemblée nationale, de grâce, je crois que votre tour viendra. Et que notre frère, l'avocat interplanétaire, puisse également régler ce problème très rapidement. Et le problème n'est pas toujours réglé au sein de la C14. Moi, je ne crois pas que cette affaire doit regarder, ou bien doit être l'affaire de l'avocat. C'est l'affaire de l'État togolais. Parce que lorsque vous êtes député pour l'État togolais. Donc c'est à l'État togolais de gérer ce genre de choses. Que plus est... Non, parce que, si nous le disons, c'est parce que la personne a coordonné la campagne de l'ISOP. Ah mais eh bien, si je vous ai conduit, alors s'il y a un problème, il faut que je vous règle le problème. Ah ben, il essaiera de régler, mais les scrutins de liste ont toujours eu raison de ceux-là qui sont à la tête de liste. Oui, donc, ça tout le monde le sait. Tout le monde, ou bien ceux-là qui se sont aventurés dans cette affaire, devaient connaître là. Mais maintenant, lorsqu'ils crient qu'ils sont des députés et autres là, ils n'ont qu'à demander à un de leurs qu'est-ce qui s'est passé réellement avant que je me trouve ici. Le problème n'est pas là. Voilà. Je crois que ceux qui se sont battus, cravachés Dieu, ne réclament même pas qu'on les surnomme honorables. Hein. C'est les autres qui ont récolté des miettes qui veulent qu'on les appelle honorables. Alors, il s'est passé un événement à Baguida depuis quelques jours. Justin Anani a enquêté. Que s'est-il passé en 30 secondes? Non, ce qui s'est passé à Baguida, d'abord, je vais vous laisser écouter la dame. Enfin, il y a plusieurs que nous avons interviewés, mais il y a une dame également qui a expliqué la situation. Je vais vous partager, je vais partager ce que j'ai écouté avec vous d'abord, et je reviens pour peut-être quelques détails. Ça fait un bout de temps, des années, on peut compter dans les 2 ans, 3 ans, il paraît que c'est pour Centrale Communication, les bars que vous voyez ici, là. Il paraît que c'est pour faire les affiches publicitaires. Mais il les a déposés dans un premier temps dans une maison à côté. Et quand les gens sont venus rester, puisque c'était une maison inhabitée, quand les gens sont venus dans cette maison, il a transporté les choses pour déposer sur la voie ici, qui fait face à chose là, à l'école primaire publique catholique de Baguida, Sainte-Lucie. Et ça a servi maintenant de dépotoir des ordures pour les gens. Et aussi de lieu de besoin. Les gens défectent dedans. Les gens défectent dedans. Et c'est inadmissible. Même en temps pluvieuse, quand vous passez par ici, l'odeur vraiment nauséabonde. Vous ne pouvez pas supporter, voilà. Même dans nos maisons. Mais on voulait voir le patron de Centrale Communication pour lui demander de venir enlever les choses sur la voie. La voie ne lui appartient pas. Ici, c'est pour les habitants de la cité de Baguida et puis l'école publique et catholique Sainte-Lucie. Maintenant, on est dépassé. C'est pourquoi on est complètement dépassé. Ça sort maintenant de l'ordinaire. S'il n'a plus de marché pour ses effets, il n'a qu'à venir les enlever ici pour nous libérer la voie et nous laisser respirer. Moi, si quelqu'un peut m'aider à aller le voir, je vais aller. Parce que lui, il est libre dans sa maison et dans son quartier. C'est nous qui sommes en train de souffrir ici. Maintenant, on est complètement dépassé. Moi, j'ai dit hier seulement à ce monsieur à côté que je vais trouver des gros bras. On prendrait ces choses pour aller bloquer les voies. Et ça, quand ça va dépasser les passants, on saura quoi faire maintenant. C'est ce que j'ai dit hier. Voilà, vous venez d'écouter, c'est le ras-le-bol d'une dame. Donc à l'origine du matériel de Centrale Communication. Matériel de Centrale Communication. Ce sont des poteaux. Des poteaux, enfin. Des pylônes. Je dirais même des pylônes, des tuyaux
Il y a tas de trucs. Mais ce qui est marrant dans cette histoire, c'est parce que c'est transformé en dépotoir sauvage. Les gens défèquent. Au même moment, les voleurs se cachent dedans. Parce que c'est pas loin de la gendarmerie de Baguida. Les gens se cachent dedans et commettent le forfait. C'est aussi grand? Oui, c'est aussi grand. L'image est là, vous allez la voir après. Et ça sort vraiment de l'ordinaire. Et lorsqu'on a cherché à interpeller les concernés, mais les gens n'ont pas daigné réagir. Et ça fait que de jour au jour à jour, d'abord, il n'y a pas un problème de sécurité dans la zone de Baguida. On en parle chaque fois. Et la gendarmerie ou le CB qui est là, je ne sais pas quel travail il fait. Même quand il est sollicité à des moments difficiles, il n'arrive pas à envoyer ses éléments. Et pas plus que, il y a quelques jours, quelques semaines, un gardien de la LUNATO, une agence de la Loterie nationale togolaise, là, a été arrêté. Et non seulement ça a molesté, et par après, lorsqu'il s'agit, il était question maintenant de reconnaître parmi les voleurs, les malfrats, quelqu'un qu'il a cherché à comprendre, enfin, qu'il a cherché à connaître, automatiquement, on l'a étranglé et il est mort comme ça. Et le problème est porté au niveau de... Il a été étranglé à la gendarmerie? Il a été étranglé à son poste de gardien de nuit. Ah, d'accord. Puisque c'est à partir de cette lieu-là, et les voleurs ont quitté, parce que généralement, il arrive à tendre des guet-apens. Selon les informations que nous avons reçues sur les lieux, voilà. Ils tentent des guet-apens pour les ils restent passants. dans ces choses-là, dans ces débris-là, ils sortent, ils tentent des guet-apens et ils volent les gens. Ils volent les gens. En dehors de cet aspect, quand vous allez là, vous ne pouvez pas respirer. Mais ce qui est encore marrant dans cette histoire, la gendarmerie est à côté. C'est ce qu'on ne comprend pas. Puisque quand les gens cherchent à aller voir les premiers concernés, mais les grilles sont complètement fermées parce que c'est comme si ces gendarmes-là aussi ne veulent pas de problème. Parce que la zone est transformée à une zone de gangsters, à un ghetto où les gens fument à loisir sans nullement être inquiétés. Ça veut dire que lorsque vous arrivez, même quand on parle de cité... Et quand c'est comme ça, est-ce que ce n'est pas parce que on a délogé les gens à Katanga qui se sont réfugiés là-bas? Je n'en sais pour pas la trop. construction du port de pêche de... Oui, il y a également un autre problème. C'est un autre problème, ça peut-être on va en parler la prochaine fois. Mais lorsque vous n'arrivez pas à trouver de solution aux gens, d'habitation aux gens, et les gens sont éparpillés un peu partout, je pense qu'à un moment donné, ça revient à l'État, à l'autorité publique d'assurer la sécurité des citoyens. Mais ça peut être ailleurs. Mais lorsque l'insécurité règne dans une cité, et que de surcroît à la cité de la BCEAO, où il y a aussi des étrangers. Il n'y a que des illustres personnalités là-bas. Tout à fait, ceux-là qui ont, enfin, des grandes personnalités, les administrateurs qui ont travaillé au niveau de la banque, de la BCEAO, ou d'autres personnalités, les gouverneurs partout. Mais généralement, quand ils arrivent, c'est dans ces cités-là qu'ils sont logés. Mais quand l'insécurité est tellement galopante dans cette zone, et qu'à côté, la gendarmerie n'est pas, la gendarmerie n'arrive pas à agir, mais c'est là où il y a lieu de poser beaucoup de questions. Il y a problème, il y a problème. Oui, franchement, moi, je pense que c'est l'occasion également d'interpeller le chef canton de Baguida, je crois, c'est Togbe Samedi, si je ne me trompe pas, de pouvoir agir, pour pouvoir arrêter ce qui se passe là. Il y a danger. Il y a danger, il y a danger. Le fait que vous ne pouvez pas passer là la nuit, comme la dame l'a dit, lorsqu'il a plu, l'odeur est tellement désagréable. Le problème, c'est que je ne comprends pas l'inaction de la gendarmerie. C'est là où la question se passe. Est-ce que vous vous souvenez qu'on a tué un Malien, un expatrié malien oui. je vous ai parlé de... Je crois que c'est vers le Togo, non? Non, ça s'est passé au niveau de Avepozo. Et c'est la même gendarmerie qui a eu à traiter ce dossier-là dans le temps. Et vous avez vu les commérages. Il y avait aussi quelqu'un qui avait été spolié comme ça. Oui. De sa vie, je ne sais pas vous vous rappelez dans cette émission. Oui, 3 millions vers le Togo, au temps fort de la crise. Il y a un problème comme ça. Un monsieur qui courait en pleine rue, qui criait voleur, voleur, mais tout le monde a fui. On l'a abandonné dans le secteur à Kassimé et autres là. Mais ça se passe. L'insécurité aujourd'hui, ça se passe. Et c'était un Guinéen ou Malien. Ça se passe. Moi, ça peut se passer ailleurs. Mais lorsque la scène se passe à côté d'une brigade de gendarmerie et que le CB qui est compétent d'assurer la sécurité des gens et que c'est au niveau de la cité BCEAO, moi je pense que c'est inquiétant. Non, mais je crois que c'est très inquiétant. Et tout d'abord, je veux croire que le CB n'est pas au courant. Je veux croire. Je suis d'accord avec toi. Je veux croire parce que la sécurité togolaise est la priorité des priorités. Et je veux croire que le CB n'est pas au courant. Mais ce qui se passe là-bas, il faudrait aussi dire que les jeunes, lorsque l'État est démissionnaire, moi je me dis des choses comme cela, lorsque l'État est démissionnaire, il faut que les gens s'occupent de leur sécurité. S'il n'y a pas des CDQ là-bas, s'il n'y a pas certains jeux là-bas qui peuvent au moins essayer d'évacuer, s'il faut le faire, certaines ordures là-bas, ou bien de les enterrer, ou bien de les ramasser de là, pour essayer de mettre là-bas au propre et laisser
les pylônes de centrale communication, peut-être centrale communication a plus de force que l'État togolais, personne ne le sait, parce qu'actuellement, nous sommes en pleine séduction, s'il faut le dire, au Togo. En tout cas, nous sommes partenaires à Centrale Communication. Voilà. Hein, vous savez. Mais il faudrait à tout prix que Centrale Communication, au lieu de que l'information, celui qui a l'information, celui qui a l'information a le pouvoir, mais celui qui détruit l'information détruit toute une nation. Aujourd'hui, si Centrale Communication, ces pylônes contribuent maintenant à l'insécurité. Donc, je sais qu'il est en train de faire de mauvaises publicité à sa société. Il n'a qu'à essayer de dégager tout ça rapidement pour que demain soit meilleur pour ceux qui sont dans les cités. Parce que nous sommes pour la sécurité. Et maintenant, l'insécurité est créée sciemment. Parce que cette affaire dure depuis... Mais Centrale Communication, leur pylône est là-bas depuis, c'est pas 2 ans, hein, je crois. Parce que la femme a dit presque 3 ans. Oui, voilà. Selon les informations que nous avons. Mais si c'est 3 ans et Centrale Communication en train de faire cela, et puis nous crions actuellement son nom, nous sommes en train de faire la publicité qui ne va pas l'arranger. Il n'a qu'à tout faire pour dégager cela là-bas. Et si maintenant, le chef traditionnel... que c'est pas pour Centrale Communication. Voilà. Mais si c'est pour Centrale Communication... Et si ce que nous disons... que moi j'ai vu là, le chef, le respecté chef traditionnel, samedi n'a qu'à tout faire pour essayer qu'il réagisse rapidement pour la sécurité de ceux-là. Félix Alumou de sa vie, comme Yves et moi, nous estimons que le CB n'est pas encore au courant. Parce que ce ne sont pas aussi les gradients qui manquent pour dégager les débris de Centrale Communication. Merci bien. Vous savez, Centrale Communication, sa maison mère se trouve juste en face de l'église catholique de... entre Décon et Asigame là. Et qu'on appelle ça Saint-Augustin, non? Saint-Augustin d'Amoutier V. Donc juste en face d'Amoutier V se trouve Centrale Communication. Et j'aimerais d'abord me demander si c'était les militants de PNP qui faisaient réunion à l'endroit où se trouve le matériel de Centrale Communication. Le CBE va les ignorer. C'est parce que les pylônes de Centrale Communication ne parlent pas. Vous voyez? Ils ne crient pas, ils ne manifestent pas. Vous voyez? Même il est en paix là-bas. Il ne dérange personne. Les bandits ne dérangent plus la gendarmerie. Tandis qu'on a vu des gens du PNP qui faisaient leur réunion à Anié dans leur propre maison, fermée. La gendarmerie a débarqué pour les tabasser. C'est un danger pour l'État. Pour les tabasser et pour casser leur moto, pour violenter les femmes. Et on a dit après qu'on ne savait pas qui a donné l'ordre et le préfet n'était pas au courant, le CB n'était pas au courant. Mais juste à côté, il y a des bandits qui raquettent, qui volent, qui attaquent. Et le CB, il n'a rien vu. Et il n'a rien vu. Et c'est le Togo, quoi. C'est le Togo. Voyez-vous, chers amis, et c'est vrai que... Merci. Je crois qu'on nous écoute à Baguida et ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Et on va continuer cette émission, le cercle des journalistes. Nous avons parlé tout à l'heure des rififi au sein de la liste ISOP, la liste des indépendants, et nous avons interpellé l'avocat qui a assuré la coordination ici pour régler le problème. Mais nous allons également interpeller l'ANC qui a boudé la C14, qui était autrefois la locomotive. Est-ce que ce n'est pas un sabotage? Ce n'est pas... Marcel, est-ce que vous connaissez l'avocat qui a joué la coordination ici? Est-ce que vous le connaissez? Oui, nous le connaissons. Maintenant, parlons de la C14. Fabre, pourquoi est-ce qu'il a quitté la C14? Je dis Fabre parce que je voudrais dire l'ANC. Qu'est-ce qu'il t'a dit, cher confrère Justin Nani, lorsque tu l'as interviewé? Nous avons lu sur ton site. Quelle est la raison qu'il donne pour avoir quitté? Parce que pour beaucoup, c'est la trahison. Pour beaucoup, il veut dribbler les gens. Pour beaucoup, c'est la mesquinerie. Bon, autant nous parlons de ISOP, autant nous allons parler de l'opposition. Je crois que le leader de l'ANC a dit beaucoup de choses. C'est une interview exclusive de plus de 40 minutes, 45 minutes, que nous avons essayé de découper et que nous avons publié sur notre site Togovision. Je vais vous faire écouter l'extrait de cette interview à nos auditeurs, ce qu'il a dit.
Et peut-être après, on va essayer de décortiquer un peu. Juste un extrait d'une à 2 minutes. Pour la libération de notre pays, y compris la coalition, nous ne sommes pas fermés, mais nous retrouvons notre liberté d'action. Nous sommes nous-mêmes, pas empêchés par quoi que ce soit parce qu'on appartient à un regroupement. Non, c'est fini. Cette phase est terminée. Et ça dit que vous n'allez plus faire partie de regroupement de formation politique qu'on en a connu de par le passé? Nous ferons partie, mais nous sommes, sans trahir des secrets, nous participons toujours à des réunions avec des collègues de la société civile, avec des partis, pour aller vers la mise en place de ce fameux mouvement citoyen de libération nationale. Donc, nous sommes ouverts, hein. Il n'y a aucun problème. Mais nous ne voulons plus être bloqués dans les carcans d'un regroupement qui, pour nous, peut mieux faire. Voilà. Quels sont vos rapports aujourd'hui entre la coalition, enfin le reste de ceux qui restent, ceux qui sont là de la C14 et votre formation politique, l'ANC? Aucun problème. Bon, écoutez, si vous voulez parler de rapport d'homme à homme, il n'y a aucun problème. Mais nous ne sommes plus dans la C14. Moi, vous savez, je ne veux pas aller plus loin que ça. Nous ne sommes plus dans la C14. Voilà, il s'est passé. Nous avons beaucoup donné. Nous avons beaucoup donné. Et je crois que tout le monde le sait. Nous avons beaucoup donné. Voilà, le président de la CENIC, il ne veut pas aller loin, ils ont beaucoup donné, mais pour le Togolais lambda qui a marché, qui est mort, qui est allé en prison, etc., ils ne comprennent pas, parce qu'il est le premier à prendre la parole le plus souvent au cours des meetings pour dire que l'union fait la force. Oui, au cours de cet entretien, il a revenu là-dessus, il a dit. Et seulement, je pense que c'est une question de positionnement ou de stratégie, contrairement à ce que beaucoup pensent, parce que vous ne pouvez pas évoluer dans un groupe, et que ce qui est sorti du groupe, ce que vous allez discuter dans le groupe, c'est que quelqu'un sort dans ce même groupe, il veut fustige, il dit beaucoup de choses, notamment sur cette histoire d'argent 30 millions, puisqu'au cours de cette interview, il a dit que quelqu'un même au sein de la coalition est allé raconter, et comme quoi les 30 millions qu'on a remis à la coalition, l'argent lui est destiné, alors que ça n'a pas été le cas. À lui, ça dit... À lui, Jean-Pierre Fabre. Et ceux qui n'ont pas pris part, par exemple, à ces 2 jours de réflexion, à ces deux jours de journée de réflexion au niveau de la coalition, où le problème de la candidature unique a été évoqué, et que la position de l'ANC était de mener ensemble le combat pour obtenir les réformes. Et lorsque les réformes sont réalisées, donc tout candidat est libre de participer à ce scrutin, parce que se confiner sur la logique ou dans la logique d'aller à un scrutin présidentiel avec un seul candidat, le Togo en a connu. Il a même donné l'exemple de Boubacar Tani. Il a dit beaucoup de choses. C'est le temps qui ne nous a pas permis, sinon on va vous faire écouter beaucoup de choses. Mais je pense que la dernière chose en date, c'est par rapport à cette histoire aussi. Ceux qui n'ont pas participé à ces 2 journées de réflexion, ce sont eux qui sont allés sur les antennes raconter comme quoi c'est Jean-Pierre Fabre qui a imposé sa suprématie, le veto, comme quoi c'est lui qu'on doit désigner comme candidat unique. Alors que la position de l'ANC était contre la logique de la candidature unique. Et en dehors de ça aussi, il était question d'aller raconter le chef de l'État, ça a été dit. Maintenant, quand il faut aller raconter le chef de l'État, au moment où la coordinatrice n'était pas là, très rapidement on a écrit au chef de l'État et rapidement, on ne sait pas comment ça a évolué. À l'allée au vent des choses, on ne sent pas la sérénité au sein voilà, de la C14. Voilà. Même au niveau de l'ANC, pour certains même militants de l'ANC, c'est l'incompréhension totale. C'est l'incompréhension totale de sa vie. C'est l'incompréhension totale. Et puis, bon, au-delà de tout ça, il faut quand même dire que certaines formations politiques, même de la C14, n'arrivent pas à cotiser, ne cotisaient pas. Pour cette histoire-là, il a été dit beaucoup de choses. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont dans leur logique de continuer pas à mener le combat. Mais quand il était question maintenant de défendre la cause commune, ils disent qu'ils sont prêts. Bon, on savait que l'ANC avait beaucoup plus de députés à l'Assemblée nationale et qu'ils pouvaient mettre la main à la poche de temps en temps. Et puis de sa vie. Oui, non, mais au niveau... c'est un peu confus. Oui, c'est confus. Surtout qu'on est à la veille d'une grande échéance électorale, les présidentielles de 2020. Nous avons reçu ici, ensemble avec vous,
monsieur le maître Apévon. Et il a toujours prôné la candidature unique. Voilà, il a prôné la candidature unique. Il a dit que lui, en tant que individu, il peut même pas se représenter et qu'il voudrait que ce soit une candidature unique de la C14. Et c'est vraiment, disons, décourageant. Décourageant pour qui? Pour les militants. Les militants qui ont vu à travers la C14, disons, l'aboutissement d'une lutte de 25 ans qu'il fallait conclure. Et dire que ceux qui sont à la tête sont en train de faire montrer, je ne suis pas d'accord avec Kofi avec Kodio avec Komlan, c'est complètement la désorganisation qui se fait sentir. Et c'est pour le parti au pouvoir du pain béni. C'est du pain béni, et d'autant plus que le parti au pouvoir a forcé les choses pour organiser une élection ou des élections législatives et disons à sa manière. Oui, à sa manière, c'est pas ça, mais se dit bon d'accord, et ce qui est encore plus grave, c'est que chacun savait le jeu qu'allait mener le parti au pouvoir. Chacun savait que ça a été la même stratégie depuis des dizaines d'années. 2005, principalement. Et à travers le chien aboie, la caravane passe. C'est cette politique-là que le C14, le parti au pouvoir a utilisé. Et on s'est dit que en tant que militant, en tant que sympathisant, en tant que marcheur, enfin, on verra le bout du tunnel. Puis, patatras, la CEDEAO en a fait, voire aussi aux Togolais de toutes les couleurs. La CEDEAO n'a pas respecté, disons, son engagement. Et en plus, les partis de l'opposition sont en train de faire montrer à la population, à leur soutien, que ce que nous faisons, la lutte que nous menons, est une lutte qui est devenue une lutte personnelle, une lutte d'ego, une lutte d'individu. Et ça ne rassure pas pour demain. Je ne sais pas si la mobilisation de l'opposition sera encore aussi parfaite, aussi intense, quand un jour on appellera encore ces mêmes populations à sortir pour manifester. Donc, voilà, cher confrère Yves Kesson, est-ce que véritablement, quand l'opposition se disloque aujourd'hui, celui-ci sort de la C14 demain, après c'est l'ANC qui était la locomotive, est-ce que ce n'est pas donner le bâton quand même à unir, de frapper encore une fois cette même opposition? Mais ils l'ont toujours fait, ils ont toujours donné l'occasion au pouvoir en place de le faire, parce que nous sommes tous des hypocrites dans ce pays. L'ANC a eu beaucoup de députés dans le passé. Je peux pas aller en arrière. L'UFC avait eu beaucoup de députés. Il y a d'autres personnes, ou bien il y a d'autres partis qui n'ont jamais eu de députés dans ce pays. Ils ne sont même pas allés aux élections. Ils se sont essayés, mais ils n'ont rien eu. Mais c'est ces regroupements que je trouve des fois contre nature, et ça va déboucher toujours sur cela. Mais si on veut choisir un candidat unique dans l'opposition, si on veut faire des calculs, est-ce c'est l'ANC ou bien le PNP? Parce que c'est lorsque les partis politiques de l'opposition étaient démissionnaires, il y a d'autres partis politiques qui ne se prononçaient même pas. Je veux parler de certains partis politiques comme celle de notre frère Philbert Atisso. Il se prononçait sur certaines choses, mais ne participait pas à beaucoup de choses. Il faisait cavalier seul. Mais avec ce regroupement, ils ont eu le temps d'être plus connus. Ils en ont profité. Mais, patati et patatras, lorsqu'on a annoncé les élections présidentielles que tout le monde conteste, c'est en ce moment que le regroupement a été disloqué. Tout le monde le sait. Parce qu'ils font des calculs politiques entre eux. Ces opposants que nous avons au Togo, moi, si j'étais le bon Dieu, je peux les changer.
Alors, Justin Anani, quand on regarde un peu l'atmosphère, la situation politique aujourd'hui, cela ne présage pas de bonnes choses, hein, parce que quand on a appelé à l'union, aujourd'hui c'est la désunion, et entre-temps, il y a aussi la NC qui envoie quelques pics au PNP, parce que le PNP a été le premier parti à foutre le camp de la C14, nous avons les élections en 2020, et si on ne va pas aller à une candidature unique et on doit aller de façon disparate, il faut alors les réformes électorales. Elles ne sont pas toujours faites. Oui, là, le problème est là aujourd'hui. Je pense que le débat qu'il faut mener, le combat qu'il faut mener aujourd'hui, c'est autour de cette question de réforme. Parce que les réformes ne datent pas d'aujourd'hui. Donc depuis 2006, avec l'accord de la signature, avec la signature de l'accord politique global, et que ces réformes traînent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et quand vous remontez un peu dans l'histoire, et qu'est-ce qui a amené le 19 août? C'est parce que à un moment donné, le régime en place joue le chrono, et jusqu'à ce que peut-être de 2020 puisse arriver, continuer par rempiler, faire et ainsi de suite. Et les gens se sont rendus compte que, mais à partir de ce moment-là, il faut véritablement créer le rapport de force. Parce que la politique, c'est une question de rapport de force. Le pouvoir sentit que ça n'allait pas, et le pouvoir passer par tous les moyens, s'est appuyé sur la CEDEAO pour tourner encore en bourrique la casse politique. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'opposition, la division ou pas division, moi ça ne m'étonne pas. Seulement moi je constate qu'il y a un peuple qui est là, qui est debout. Et quand vous scrutez dans l'histoire, que ce soit le peuple algérien, que vous avez vu récemment, que ce soit ce qui se passe également au Soudan, personne ne peut imaginer, dans un pays dirigé par un certain Béchir. Donc vous allez comprendre que les peuples ont toujours leur histoire, et à un moment donné, ils s'imposent. Quelque chose qui se passe. Maintenant, vous parlez de la C14. Comment est-ce que les gens sont arrivés à mettre sur place, à mettre sur pied cette coalition? Au début, il ne faut pas l'ignorer. Et rappelez-vous qu'à la veille même de 19 août 2017, il y avait eu une grande manifestation organisée par le CAP de 2015. Et c'est parce qu'au cours de cette grande mobilisation, les gens ont senti que, attention, si on ne fait pas attention, enfin, si on ne fait pas garde, le train peut-être va partir sans nous. Certaines formations politiques, et il ne faut pas ignorer qu'avant ça, il y avait le groupe de 6, dont Maître à Pévon, avec l'histoire qui s'est passée, avec la dislocation du cas, le cas qui n'existait pratiquement plus, même avec son 3 ou 2 députés au niveau du Parlement. Donc la C14 a été l'occasion pour les gens de revenir dans la lutte politique. Maintenant, ces calculs, à un moment donné, les gens se sont rendus compte que ça ne peut plus continuer. Pourquoi? C'est parce que, sur la base des élections législatives, les gens sont allés proposer qu'on puisse quand même dispatcher comment on l'appelle, les communes ou les lieux, enfin les candidatures uniques de façon dispatchée. Mais une fois que la feuille de route de la CEDEAO n'a pas été respectée et que le pouvoir a organisé cette élection à sa manière, mais les gens se sont rendus compte que nos calculs ont été complètement faussés. Maintenant, si on n'a pas pu aller au Parlement en tant que député, parce qu'on était inscrit dans une logique de calcul, et qu'aujourd'hui, il faut remonter pour mener encore le combat, peut-être pour une réforme, peut-être pour des réformes qu'on ne verra pas, peut-être pas. Et les gens ne sont pas inscrits forcément dans la logique d'être président de la République. La position de FDR est claire. Pour ce qui concerne la présidence, non, nous allons nous battre pour avoir comment on l'appelle, les réformes. Et après les réformes, s'il y a lieu de réorganiser les élections législatives, FDR va participer. S'il y a lieu de réorganiser les élections locales, les FDR vont participer. Dans cette logique-là, ceux qui sont allés dans cette coalition sur la base de calcul, qui se sont rendus compte aujourd'hui que ça n'a pas marché, je pense que leur position, vous les voyez aujourd'hui. Il y a certains qui sont aujourd'hui au niveau comment on appelle, de la commission électorale nationale indépendante. Oui, comment est-ce que vous pouvez imaginer que les mêmes personnes ont rencontré le chef de l'État et on dit au chef de l'État, voilà nos préoccupations. Les mesures d'apaisement, il faut libérer les gens. Les questions des réformes sont encore d'actualité. La diaspora doit voter. Les questions des fichiers électoraux. Donc il faut aller sur la base d'une réorganisation avant de parler des élections. Ce qui s'est passé pour le compte des législatives, là, c'est du fiasco. Le chef de l'État a dit, il prend note, il va échanger avec ses collaborateurs et prendre des discussions, enfin, les mesures qui s'imposent. Et dans la foulée, les mêmes personnes qui sont allées voir le chef de l'État, et le chef de l'État a donné son accord de principe, il n'a même pas encore mis en œuvre. Oui, une réponse. Une réponse. Très rapidement, on compose une CENI, et dans les coulisses, les gens sont encore allés à négocier. Mais il y a quelqu'un, un leader, enfin, je sais pas, un président
de parti, bloc d'action Thomas Soukwe, qui l'a dit sur une chaîne, que les gens sont partis, que le carré a dit, sont allés quémander le poste comment on l'appelle, à la CENI, en tant que commissaire. Mais vous voyez dans ces méli-mélo là, comment est-ce que vous allez faire confiance aux gens? Moi je dis que nous sommes arrivés à la croisée des chemins, qu'il faut appeler chat et chat. Maintenant, quelle solution a-t-on pour le Togo? C'est de là que je parle d'hypocrisie. Tout à fait. Parce que lorsqu'ils sont ensemble, c'est une alliance contre nature. Il y a des personnes qui n'avaient pas le ton au niveau politique dans notre pays. Il y avait l'ANC, il y avait d'autres personnes, l'FDR, le CAR, mais le CAR ne pesait même plus. Lorsqu'il y avait eu implosion, l'ossature du CAR était à côté. Avec toute la substance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu la chance d'adhérer au C14, et c'est en ce moment que certaines personnes arrivaient à parler. Au même moment, le vieux revient à la charge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, les calculs politiques ont commencé. Ils savent automatiquement qu'ils sont impopulaires dans ce pays. C'est pour cela qu'ils font de n'importe quoi. C'est pourquoi je dis, si j'étais le bon Dieu, je vais les changer. Je vais les changer. D'accord. Alors, fil de sa vie historien, eh bien, vous enseignant d'histoire, comme tu aimes qu'on le dit, au vu de tout ce qui s'est passé par le passé avec l'opposition, on a l'impression que cette même opposition répète les mêmes bêtises. Comment sortir? Non, mais il n'y a pas de solution. Hein. Et ce sont des humains. Les humains qui ont une tête. Et j'ai dit dans mes interventions d'avant que les calculs personnels, les gens pensent d'abord à eux avant de penser aux autres, au peuple. Et les gens disent qu'ils sont des leaders. Le leader, il ne pense pas d'abord à lui. Il pense d'abord aux autres. C'est en ce moment-là que tu es leader. Mais un leader qui se dit « je suis avec toi et contre toi », c'est un traître. D'accord. Voilà.